Aujourd'hui, dans les exploitations agricoles, on observe une vague de modernisation. L'outil informatique permet enfin la naissance de ce qu'on pourrait appeler une agriculture de précision. On le voit ici à l'écran avec l'exemple de mesparcelles.fr, où en fait les agriculteurs peuvent enregistrer leurs champs et se souvenir d'une année à l'autre de ce qu'ils en ont fait, et ainsi mieux gérer leur assolement. Alors maintenant que les exploitations sont digitalisées, qu'on les a sur internet, on peut se demander si on ne peut pas en profiter pour aller encore un petit peu plus loin dans l'optimisation et aider davantage les agriculteurs. C'est pourquoi on est amené à se demander comment faciliter les attributions de culture à des surfaces dans une exploitation agricole. Alors, comme le laisse sous-entendre le titre, notre travail va se diviser en deux parties. Dans un premier temps, on va chercher à établir un modèle sur lequel on va pouvoir travailler, et dans un second temps, on va étudier différentes méthodes d'optimisation afin de trouver la méthode la plus efficace. Enfin, on pourra conclure en imaginant quelques exemples d'utilisation pour ce type d'optimisation. Pour ce qui est de la modélisation, donc, on va représenter une exploitation agricole par un tableau de 10-10. Chaque carré va représenter 1% de l'exploitation. On a ici à droite une solution simple, où l'agriculteur n'a planté que des pommes de terre, et on va chercher à distinguer au sein de cet ensemble de solutions des solutions dites admissibles, c'est-à-dire des solutions qui vont être réalisables physiquement pour l'agriculteur et cohérents avec les besoins de l'exploitation. Enfin, on va rechercher une solution optimale au sein de cet ensemble de solutions admissibles, c'est-à-dire une solution qui va maximiser les rentrées d'argent de l'exploitation. Pour distinguer les solutions admissibles, on va tout d'abord remarquer que la plupart des contraintes auxquelles obéit l'exploitation peuvent se mettre sous la forme d'inégalités. La première étant bien évidemment que la somme des surfaces attribuées ne doit pas excéder 100% de l'exploitation, mais également, si par exemple on ne peut pas irriguer plus de 42% de son exploitation, on ne va pas pouvoir attribuer plus de 42% de l'exploitation à du maïs. On va donc avoir un système d'inégalité de ce type qui va se former, et on va le traduire par une inégalité matricielle, puis par une fonction en Python, qui nous permet de dire si un vecteur est admissible ou non. Maintenant que nous sommes en mesure de distinguer les solutions admissibles des simples solutions, on va chercher à établir une fonction gain, c'est-à-dire une fonction qui associe à une solution une valeur qui va représenter la rentrée d'argent associée à l'exploitation. Pour ce faire, on va s'inspirer du modèle d'Ahmed Berkaoui et Jean-Pierre Buteau, utilisé dans leur article présenté ici, publié dans Économie et Prévision, qui cherchait en fait à prévoir les effets de l'agenda 2000 sur la production européenne de céréales. Donc leur modèle ici est une fonction gain linéaire des n surfaces pour les n cultures, et on va avoir besoin de déterminer le rendement de chaque culture, la valeur de vente, les charges et les subventions. Pour ce qui est du rendement des cultures, on trouve sur internet, par exemple sur le site de la Banque mondiale, des données par pays, par année, qui nous permettent de tracer ici sur cette figure le rendement des cultures en fonction des années. On remarque avec ce tracé qu'une régression linéaire semble appropriée. On a à droite l'exemple du blé, où on voit qu'on a un coefficient de corrélation associé à la régression linéaire de 0,92. C'est un coefficient de corrélation qui est assez satisfaisant, et on va, pour chercher à améliorer notre modèle, utiliser un théorème bien connu en statistique qui s'appelle le théorème central limite, et qui dit que toute somme de variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées tend vers une variable aléatoire gaussienne. C'est pourquoi on va calculer pour chaque valeur de la figure précédente le quotient de la valeur réelle sur l'estimation. On obtient ici la fréquence d'apparition de ce quotient et on remarque qu'effectivement, on semble avoir une courbe qui se rapproche d'une gaussienne, comme le montre en bleu donc notre courbe et en rouge la courbe gaussienne d'espérance 100 et d'écart type 8. Il serait donc pertinent de modéliser le rendement par le produit d'une fonction linéaire et d'une variable aléatoire suivant une loi gaussienne. Cependant, ce qui va nous intéresser pour notre modélisation, ce n'est pas de garder une variable aléatoire, évidemment. On va chercher plutôt à favoriser des cultures qui vont être stables et qui vont à tous les coups nous apporter un bon rendement. C'est pourquoi on va exploiter une des propriétés des gaussiennes, à savoir que plus de 95% des valeurs seront situées au-dessus de l'espérance moins 2 fois l'écart type. On va donc, dans notre fonction gain, multiplier le rendement attendu par la régression linéaire par 1 moins 2 fois l'écart type sur 100,
en calculant l'écart type donc pour chaque culture. Pour ce qui est de la valeur à la vente, des subventions par hectare et des charges par hectare, ce sont des données faciles à obtenir pour un agriculteur. On va donc se contenter dans notre exemple des valeurs d'une exploitation donnée qu'on trouve dans la comptabilité. J'ai cherché ensuite à m'entretenir avec un exploitant agricole et un conseiller agricole pour évaluer la pertinence de mon modèle et voir si tout simplement ce genre de projet pouvait les intéresser. On m'a tout de suite répondu que non, à cause de la météo, parce que la météo est un facteur important que j'avais négligé jusque-là. Mais, à travers nos discussions donc, nous sommes tout de même arrivés à la conclusion que, puisque les semences doivent être achetées un mois à l'avance, on pouvait difficilement estimer la météo avec une précision suffisante pour influencer notre achat de semences. C'est pourquoi on va se contenter dans notre modélisation d'un facteur aléatoire avec un léger impact, pour ne pas trop fausser les résultats, mais on se souviendra tout de même à la fin que c'est un facteur qu'on devrait chercher à préciser dans une étude future. Voilà, maintenant nous pouvons conclure notre modélisation avec les trois fonctions qui suivent. Alors la première, vérif contrainte, on l'a expliqué tout à l'heure, elle nous permet de dire si un vecteur est admissible ou non. La deuxième, coef, nous donne les coefficients de la fonction gain qu'on a expliqué plus tôt. Et enfin, la fonction marge nous permet d'affecter à un vecteur son gain. Pour rappel, il ne nous reste plus qu'à trouver une solution qui renvoie true par la fonction vérif contrainte et qui maximise la valeur par la fonction marge. C'est ce que nous allons tenter de faire dans cette seconde partie. Tout d'abord, on remarque qu'on a un problème avec potentiellement 70 variables si on considère cette culture et 10 variétés par culture, c'est-à-dire un problème d'optimisation extrêmement compliqué, puisque en plus, on va devoir obéir à des contraintes qu'on a expliquées plus tôt. C'est pourquoi on va commencer par s'intéresser à des algorithmes dits méta-heuristiques. Ce sont des algorithmes qui ne vont pas nous trouver une solution optimale, mais une solution assez efficace, et ce dans un temps très limité. C'est pour ça que ça nous intéresse ici. Donc la question qu'on va se poser, c'est est-ce que la solution trouvée est efficace? Avant de pouvoir les implémenter, on va avoir besoin de deux choses. Tout d'abord, une solution admissible initiale. Pour la déterminer, on va faire de la manière la plus simple possible. On va considérer chaque culture et lui associer une surface maximale tout en respectant les contraintes, jusqu'à ce qu'on ait rempli l'exploitation. Ce sera en quelque sorte notre point de départ, donc son choix n'a pas de réelle importance ici. Ensuite, nous aurons également besoin d'une fonction modification qui va nous permettre de passer d'un état à un autre état qui lui est proche, c'est-à-dire qui va légèrement le modifier. Alors pour ce faire, on va considérer notre répartition de culture à des surfaces. On va prendre à une culture qui a une surface non nulle une partie de sa surface et l'attribuer à une culture qui peut la recevoir. Maintenant que nous avons ces deux éléments, on en déduit très facilement un algorithme naïf qui va partir de notre point de départ et le modifier à chaque itération. À chaque étape, donc, on va regarder quel état est le plus favorable entre le nouveau, celui qui vient d'être généré, et l'ancien, et on ne gardera que le meilleur des deux pour l'itération suivante. Alors si on regarde l'efficacité de l'algorithme naïf, on remarque qu'on passe d'une solution d'efficacité 40 000 à une solution d'efficacité un peu supérieure à 75 000. De plus, l'algorithme semble converger vers une certaine solution. On peut donc penser que ce résultat est satisfaisant. C'est pourquoi on va considérer un autre algorithme méta-heuristique, a priori plus efficace, qui s'appelle le recuit simulé. Alors il s'inspire d'une méthode de métallurgie qui s'appelle le recuit, et où en fait on va maintenir un métal à haute température pour laisser le temps, avec un refroidissement lent, aux particules de se placer dans une position plus stable. Alors si on regarde l'algorithme du recuit simulé, il va être en tout point identique à l'algorithme naïf précédent, sauf que lorsqu'on génère une solution qui est moins efficace que l'ancienne, on a tout de même une chance de l'accepter. Cette chance va dépendre d'un paramètre appelé température qui va décroître avec le temps. Cet algorithme va se révéler plus efficace que l'algorithme naïf dans des courbes qui ressemblent à celles qu'on a ici en bas à gauche, où si on part de l'état rouge à droite, on va être obligé d'accepter un état proche moins efficace pour pouvoir ensuite atteindre le meilleur état qui est au milieu. J'ai donc implémenté cet algorithme et on remarque à gauche, avec trois cas différents d'utilisation de l'algorithme, qu'on semble converger vers des solutions similaires, donc ce qui pourrait nous laisser croire que le recuit simulé est efficace. On remarque que l'efficacité en vert du recuit simulé se révèle décevante par rapport à l'algorithme naïf. Nous n'utiliserons donc pas le recuit simulé.
Nous allons donc maintenant essayer une méthode de résolution, c'est-à-dire une méthode qui va trouver une solution optimale si elle existe, et la question qu'on va se poser maintenant c'est est-ce que cette solution est trouvée en un temps correct? On va donc s'intéresser à la méthode du simplex. Alors pour l'expliquer, j'ai représenté un exemple simple à gauche et mon implémentation à droite. D'un point de vue géométrique, en fait, notre ensemble de solutions admissibles va être représenté par un polyèdre convexe, ce qui va se traduire dans le problème ici par un plan en 2 dimensions. L'algorithme va parcourir les sommets en partant de 0, 0, et utiliser les pentes pour savoir laquelle est la plus intéressante jusqu'à parvenir au point qui maximise la fonction. Cependant, pour notre problème d'optimisation, je le rappelle, on a 70 variables et on peut se demander si cet algorithme va terminer. Voilà, après avoir utilisé l'algorithme du simplex, on remarque que comme prévu, l'efficacité de la solution trouvée par le simplex est assez nettement supérieure à celle des 2 autres algorithmes. On est sur une solution à 75 000 contre 70 000. Et pour ce qui est du temps d'exécution, il se révèle tout à fait satisfaisant. C'est donc l'algorithme du simplex qui sera retenu dans la suite, puisqu'il trouve une solution optimale en un temps assez limité. Maintenant que nous avons réussi à modéliser l'exploitation agricole et à optimiser la répartition des surfaces, on peut en déduire des utilisations concrètes. Tout d'abord, on peut se demander comment est-ce qu'un exploitant agricole peut utiliser notre algorithme. Alors l'idée ici, c'est qu'il va utiliser tous les mois l'algorithme pour déterminer quelles sont les cultures à semer ce mois-ci, quelle variété et surtout quelle proportion de sa surface totale. Bien sûr, au mois d'avril, il ne devra considérer que les cultures qui peuvent être semées au mois d'avril ou plus tard dans l'année. J'ai représenté ici 2 exemples où on voit les exploitations du mois de janvier au mois de décembre. On remarque qu'on n'a pas le même résultat dans les 2 cas. C'est normal puisqu'on a pris la météo aléatoire, donc on ne va pas avoir le même résultat à chaque expérience. Si on sait simuler une exploitation, on peut également simuler la production nationale à l'aide de plans d'exploitation. C'est pourquoi on peut prendre le point de vue de l'État et utiliser cet outil pour se demander si une augmentation des subventions d'une culture aura un effet ou non. Et si oui, il est intéressant de voir quelles sont les autres cultures qui sont impactées. On voit ici, en passant de la première à la seconde figure, c'est-à-dire en augmentant les subventions du blé, qu'on a effectivement une augmentation des parts de marché du blé, et ce, aux dépens du tournesol principalement. Cependant, on a également des cas, en passant de la première à la troisième figure, lorsqu'on augmente les subventions des tournesols, dans lesquels l'augmentation de part de marché du tournesol se révèle tout à fait négligeable. On va donc pas nécessairement vouloir augmenter les subventions du tournesol, puisque ça n'a pas d'effet direct. Voilà, pour conclure, si on veut encore améliorer l'application, il faudrait qu'elle soit capable de déterminer d'elle-même les contraintes, parce que ça reste quelque chose d'assez abstrait pour un exploitant agricole, de mettre son exploitation sous la forme d'inégalités. Mais on remarque, avec les exemples à la fin, que les utilisations de ce genre d'optimisation sont vraiment multiples. Et puisque l'optimisation semble assez efficace, on peut penser que ce genre d'évolution sera inévitable dans un futur assez proche.